Quand, durant des années, on a été réduit au statut d'objet, quand on n'a jamais été entendu, mais seulement surveillé, quand on n'a pas été reconnu comme une source légitime de pensée, ni considéré comme porteur de sens, quand ce n'est plus ce que l'on dit qui est visé, mais le droit même d'exister comme sujet pensant et parlant, alors nous ne parlons plus de malentendus. Nous parlons d'annulation de l'identité. Parfois, longtemps après, le contexte change, les lieux, les relations changent, et pourtant, nous restons les gardiens de cette ambre du silence qui répond, non plus par stratégie, mais par impuissance apprise. C'est l'impuissance de celui ou de celle qui a cru longtemps que sa voix ne comptait pas, que ses besoins étaient trop lourds, que son désaccord risquait de tout briser. Alors, il a rangé ses mots. Et aujourd'hui, face à une demande, un conflit, une attente, il ne trouve plus que le silence. Une voix inhibée n'est pas un choix conscient, c'est une réponse à une atteinte identitaire répétée. Quand parler est risqué, se taire devient une protection. La voix est là, intacte, mais verrouillée. Aujourd'hui, nous parlerons de ce blocage de la voix, lorsque la simple expression des idées devient presque impossible, de cet étouffement silencieux qui dit « je capitule d'avance, je renonce à la bataille d'être entendu, car je suis déjà convaincu d'avoir perdu ». C'est un verrou de souffrance, parce qu'il scelle à l'intérieur de soi un sentiment d'illégitimité. Nous répondons à l'autre par notre absence, parce qu'on s'est déjà soi-même quitté. Je suis Fatem Zahra Alami et je vous accueille dans le podcast Les clés de l'épanouissement, un espace de compréhension et de réparation où la parole peut à nouveau circuler sans se justifier et où la voix redevient un lieu sûr. Nous allons explorer ce qui se fige quand la parole n'ose plus passer, retrouver la clé de ce verrou identitaire et la clarté lorsque le dialogue se brise. Pour remettre du sens là où la voix s'est retenue et du souffle là où l'identité s'est refermée. Et justement, pour comprendre la nature de ce verrou, il ne suffit pas d'en observer la forme. Il faut en retrouver le point de cristallisation, la fissure. On ne combat pas une ombre, on allume une lumière pour éclairer le chemin. C'est un voyage dans le temps, dans la répétition qui a forgé cette certitude qu'il était plus sûr de se taire. Une voix combattue dès son émergence peut connaître une inhibition vocale traumatique. Ce traumatisme ne vient pas d'un épisode isolé. Il vient de la répétition constante de l'enfance à l'âge adulte. Il y a une différence énorme entre ne pas être encouragé et être activement combattu quand on parle. Le message implicite répété n'était pas « ce que tu dis n'est pas intéressant ». Le message était « le fait que tu parles est un problème. Tu n'es pas censé être un sujet autonome. » Et ça, le corps l'enregistre très profondément. C'est une mémoire corporelle de disqualification vocale. À force, l'identité tout entière s'organise autour d'un seul impératif, la survie.
Se taire, s'effacer, douter de sa pensée, vérifier intérieurement à chaque instant si l'on a le droit de parler. C'est une voix combattue, prisonnière de son propre corps, une voix qui a été combattue toute sa vie et que le corps continue de protéger même lorsque l'esprit est prêt à parler librement. Quand parler a longtemps coûté trop cher, le corps a appris une chose très claire. Parler égale danger. Le système nerveux met alors en place un verrou entre l'être et sa voix. C'est un verrou neuro-relationnel de la parole. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est neurobiologique. C'est une mémoire du corps, devenue plus rapide que la pensée elle-même. Une érosion constante de la légitimité finit par créer l'impression de ne pas savoir parler, alors que le vrai problème n'est pas le langage, c'est l'absence d'une écoute structurante. Le corps a appris une leçon très claire. Commencer à parler, c'est risquer l'interruption ou l'ironie. Développer une idée, c'est perdre le contrôle. Aller au bout, c'est risquer l'humiliation. Alors aujourd'hui, au moment même de prendre la parole, le système nerveux anticipe, la pensée se brouille, la voix hésite, le corps se met en retenue. Ce n'est pas un défaut cognitif, c'est une mémoire relationnelle qui s'exprime. Au moment de parler, il y a quelque chose dans le corps qui résiste. Le corps se met en retenue. Ce n'est pas un manque de confiance en soi, c'est une mémoire relationnelle, un blocage à la fois physique et psychique. La voix bloque, un verrou physiologique dans le corps. Ce verrou identitaire peut se manifester par une extinction de la voix, une difficulté à parler spontanément, des trous de mémoire soudains, l'impression de perdre sa langue, une gorge qui se noue, une voix qui tremble, s'éteint, se coupe, des tensions ou des raideurs physiques. Le verrou, c'est cette conviction intime devenue aussi solide qu'un os. Ma vérité n'a pas le droit d'exister. Ce n'est plus une peur de l'autre, c'est une loi intériorisée. On ne se tait plus seulement par prudence face à l'extérieur. On se tait parce qu'à l'intérieur, la censure est devenue autonome. La voix n'est plus simplement réprimée, elle est délégitimisée à la source. On doute de sa propre légitimité à avoir un avis, un désir, une frontière. La question ne se pose même plus. La réponse est déjà là sous forme de silence. Ce verrou est l'héritage ultime d'un milieu narcissique pathologique, l'auto-emprisonnement. L'agresseur externe peut avoir disparu, mais le système de sécurité reste en place, tournant à vide, protégeant d'un danger qui n'est plus là, tout en maintenant fermé l'accès à soi-même, à sa propre parole. Pourquoi est-ce si profondément traumatique? Parce que parler est un acte d'existence. Parce qu'être écouté jusqu'au bout, c'est être reconnu comme sujet. Parce qu'être interrompu, dévié, ignoré de manière systématique, c'est être dépossédé de soi. Ce n'est pas une blessure d'ego, c'est une atteinte identitaire. C'est une dissociation imposée, un corps exposé, scruté, évalué et en parallèle un esprit ignoré, non sollicité et nié.
Le message implicite est alors: ce que tu es se résume à ce que l'on voit, ce que tu penses n'a aucune valeur. C'est violent, c'est profondément traumatique, car l'identité se construit sur deux piliers: être vu et être entendu, être regardé et être reconnu comme sujet pensant. Quand une personne est constamment ramenée à un statut d'objet, sa voix ne disparaît pas, elle se met en veille. Elle attend avec une patience infinie un espace où parler ne sera plus un danger, mais une reconquête. La voix ne se libère pas par la force, mais par la sécurité retrouvée. Quand la guerre relationnelle cesse, le corps comprend lentement que le danger est passé. Alors, chaque phrase exprimée est une petite victoire sur des années de silence imposé. C'est la preuve douce qu'un nouvel apprentissage est en cours. C'est donner à votre voix le droit d'exister. Quand la parole peut enfin aller jusqu'au bout, la voix revient progressivement, parfois maladroitement, parfois en tremblant. Et c'est normal. Si la voix s'est tue, ce n'est pas par faiblesse, mais pour survivre. Le travail n'est donc plus de performer, il est de reconquérir sa propre audience intérieure, de redevenir pour soi-même un témoin accueillant et légitime, de comprendre que ce silence n'est pas une partie manquante de vous, mais une partie qui vous a protégé. Parce que la voix qui compte, celle qui doit d'abord être entendue, réhabilitée et aimée, ce n'est pas celle que les autres entendent, c'est celle que vous entendez en vous quand vous vous parlez à vous-même. C'est la première relation à restaurer. Retrouver sa voix, ce n'est pas seulement retrouver des mots, c'est retrouver un sentiment de légitimité, la conviction intime que votre expérience du monde mérite d'être partagée. Cela demande de réviser des croyances profondes. Une relation qui ne survit pas à ma vérité n'était qu'une illusion de lien. C'est un travail de réparation de l'estime de soi. Une estime qui ne se base pas sur les réussites extérieures, mais sur l'intégrité intérieure, la capacité à être en accord avec ce que l'on sent et à l'honorer, ne serait-ce qu'en le reconnaissant en soi-même. Votre voix n'est pas une performance, c'est une présence. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vous dites. C'est la vibration unique de votre être dans le monde. Elle peut être hésitante, elle peut être douce, elle peut se tromper et se reprendre. Retrouver sa voix, ce n'est pas devenir un orateur, c'est redevenir présent à soi-même. C'est cesser une comparaison douloureuse avec ceux qui parlent facilement. Ces personnes ont parlé toute leur vie sans être attaquées. Elles ont eu des miroirs humains constants. Elles n'ont pas eu à survivre en silence. Leur fluidité n'est pas un talent, c'est un historique relationnel différent. Pour vous, ce n'est pas un problème de talent ou de réflexion intelligente. C'est une mémoire corporelle de la disqualification vocale héritée et renforcée par des années d'oppression de la voix. Ce n'est pas un échec d'expression. C'est une voix qui apprend à marcher. Votre voix revient dans un corps qui n'a jamais été autorisé à parler en paix. Alors, je vous laisse avec cette invitation douce
est ferme. Commencez par vous écouter, puis osez le murmure, ensuite peut-être l'affirmation. Mais à chaque étape, célébrez ce simple fait. Vous êtes revenu. Vous êtes au rendez-vous de votre propre existence. La plus belle des relations, la première de toutes, celle qui rend toutes les autres possibles, c'est celle où vous cessez de vous taire pour enfin pouvoir vous rencontrer. Prenez soin de cette voix qui cherche son chemin. Elle est le premier son de votre liberté. Prenez soin de vous.